Hello, hello, bienvenue dans l'épisode numéro 12 de mon podcast. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille dans cet épisode Caroline du compte Instagram Silence je mange. Bonjour Caroline, merci de partager avec moi cet épisode. Alors nous nous sommes rencontrés sur Instagram et j'avais envie que tu sois mon invitée parce que j'aime beaucoup ton approche de l'alimentation intuitive et des troubles du comportement alimentaire et la façon dont tu partages tes réflexions et tes idées avec beaucoup de joie de vivre qui est très communicative, je te remercie, et tes posts qui sont très instructifs. Bonjour. Bonjour, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Caroline et j'ai le compte Insta Silence je mange. Donc je partage effectivement mon expérience avec l'alimentation, sachant que j'ai vécu les troubles du comportement alimentaire pendant quelques longues années quand même. J'ai notamment une petite expérience avec l'orthorexie, donc qui a été, on va dire, l'addition de tout ce que j'ai intégré depuis petite. Toutes les D'accord. règles que j'ai pu intégrer, plus tout ce qui est venu enrichir mes connaissances en nutrition et qui, au final, j'avais tellement de règles dans ma tête que je mangeais seulement en respectant toutes ces règles à la fois, ce qui pouvait par moments être très compliqué. Avant ça, j'ai aussi souffert d'hyperphagie et de boulimie. En fait, j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec la nourriture. En réalité, D'accord. je me rappelle même dès l'enfance, hein, à partir de 8-10 ans, je pense que ça a été nourri par un petit peu cette espèce d'envie de contrôle peut-être, qui venait peut-être de ma maman, où j'avais droit à des regards un petit peu ténébreux quand je me servais du gâteau chez les invités ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Quand on était invité, puis je sentais un petit coup de genou en dessous de la table parce que j'avais pris un gâteau de trop, ou tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai nourri assez tôt, finalement, cette relation avec la nourriture où, ouais, il y a des aliments qui sont bons, puis il y a des aliments qui sont pas bons. Et donc, du coup, comme ils sont pas bons, il faut surtout pas les manger. Mais bizarrement, c'est ceux-là qu'on a envie, dont Ouais. on a le plus envie. Donc, du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, là-dessus, je pense que mon adolescence, je l'ai aussi vécu, on va dire, c'était assez compliqué parce que j'étais une fille très réservée, timide, et finalement, je pense que l'alimentation, c'était un peu mon refuge. Ça m'a, quelque part, ça a été un peu un ami ennemi, quoi. Hein. Une fois, ça me réconfortait, puis après, je me disais oui, mais je grossis, c'est horrible, etc. Et du coup, je passais de crise de boulimie à ne plus en pouvoir, à me dire le lendemain, je fais gaffe et à ne quasi plus manger. Mais en fait, après, c'est un cercle vicieux terrible. Donc voilà, après toutes ces choses-là, à un moment donné, enfin, un peu de sérénité est revenue. Et donc je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent des TCA, et donc ça pourrait être intéressant de partager ça. Donc j'ai eu l'idée de faire un blog au départ, mais j'avais pas énormément de contacts au final. C'est compliqué en fait de mettre en place un blog, et je me suis lancée du coup sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, Facebook aussi, mais je pense que la plateforme est différente et je trouve qu'Instagram est plus intéressant en termes d'échanges, Ouais. notamment parce qu'on peut faire des recherches plutôt liées à nos centres d'intérêt, ce qui fait qu'en fait on découvre d'un compte on passe à l'autre, et je trouve que c'est assez Ouais. enrichissant. Donc voilà, c'est un peu comme ça du coup que j'ai découvert ton compte aussi. D'accord. Et j'ai écouté ton podcast et je me suis dit: «C'est génial d'entendre, en fait, l'expérience de quelqu'un qui a, suivi je sais pas combien de régimes, qui a subi de chirurgie, et puis, en fait, on se dit: «Mais cette fille-là, elle doit maintenant être, mince parce que de toute façon, tout le monde est mince après avoir fait, tout ça». Mais en fait, non. Et puis, au fond, de se rendre compte que le problème, il est pas dans notre enveloppe corporelle, mais il est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est surtout l'image qu'on se fait de notre corps qui pose problème plutôt que le corps en lui-même. Alors, on va me dire: «Oui, mais l'obésité, il y a plein de problèmes de santé, blablabla». Mais dans les faits, au niveau même scientifique, finalement, il y a des gens gros en super bonne santé, et puis il y a des gens minces en super bonne santé, et d'autres qui sont pas en bonne santé. Donc je veux dire, Ouais. le poids et la santé sont pas forcément Ouais. liés.
Et du coup, ça a été vraiment quelque chose que j'ai dû déconstruire. Et voilà, je pense que pour l'introduction, j'étais assez, assez complète pour le coup. Et alors, donc, ton approche différente de ton alimentation et de ton corps et tout ça, c'est arrivé récemment? Ça fait combien de temps en fait que tu... Ouais, je pense que ça fait, allez, 6 bons mois que j'ai découvert en fait l'alimentation intuitive. Et ça a été une grosse, alors je peux dire une claque et en Ouais. même temps une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, je veux pas dire j'avais tout faux, mais j'avais l'impression que j'étais hyper calée en nutrition et que du coup, bah forcément, je devais hyper bien me nourrir, alors que c'était pas du tout le cas, puisque c'était souvent, bah, je me privais, et du coup après je compensais, et du coup en fait il y avait pas d'équilibre du tout. Oui. C'était tout ou rien en fait. Alors, c'est ça, Et ça serait intéressant de savoir justement comment est-ce que tu te nourrissais depuis enfin, depuis pas mal d'années finalement. C'était quoi tes croyances principales, tes réserves principales? alors en fait, on va dire que bon, la relation conflictuelle a toujours été là quelque part, mais bah, comme tout le monde, j'ai essayé d'appliquer 5 fruits et légumes par jour, des choses, enfin dans les grandes lignes. Seulement, le truc, c'est que je culpabilisais énormément de manger tout ce qui était sucré notamment. Et comme je culpabilisais et que j'acceptais pas le fait que j'avais le droit de manger ça, ben, j'en avais envie d'autant plus. Et du coup, je me restreignais, mais en même temps, ça provoquait plus de compulsions. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, le problème, c'est le sucre. Et j'ai commencé à diaboliser le sucre. Et j'étais enceinte de mon deuxième, et le test qu'on fait au niveau de la glycémie, Oui. c'était limite. J'étais pas trop mal, mais c'était juste limite. Et je me suis dit, moi, il faut absolument, maintenant que j'arrête le sucre, que je mange indice glycémique bas, donc j'ai commencé à faire très, très, très attention à ça. Donc, au départ, c'était l'indice glycémique bas pendant ma grossesse. C'était pas une mauvaise chose en soi, en fait. Mais juste derrière moi, c'était mes intentions, mes motivations et mes craintes, mes peurs qui nourrissaient ça, qui fait que, en fait, je suis partie de l'indice glycémique bas, donc plein de recettes, là, ça allait, je me faisais quand même des desserts, etc. Puis à un moment, je me suis dit, oui, mais quand même, les desserts, même si c'est, je sais pas, du sirop d'agave ou du sirop d'érable à la place du sucre, c'est quand même pas bon. Et puis alors, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus. Et le sucre blanc que j'avais diabolisé, j'ai commencé à diaboliser tous les sucres en même temps. Du coup, ça faisait, enfin, en fait, c'est comme si je réduisais de plus en plus ce que je m'autorisais à manger. Et je veux dire, en parallèle, ça réglait pas le problème puisque je tenais peut-être 10 jours, 15 jours, un mois à me dire, j'en mange pas du tout, je fais vachement gaffe et tout, je mange que les légumes, la viande, le truc, les céréales complètes et tout le bazar. Et en fait, ben, au bout d'un mois grand maximum, je craquais complètement, ça partait en compulsion de folie. Et donc, je me disais, mais j'ai vraiment un problème. Et donc, en fait, je me suis enfoncée de plus en plus parce que je me suis dit, mais en fait, c'est parce que donc j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup d'articles sur la nutrition, des livres, des régimes spécifiques où il fallait exclure ceci, cela. Et donc, je suis passée d'un régime à l'autre où ça devenait de plus en plus Mais tu es restrictif. passé d'un régime à l'autre parce que ça donnait pas les résultats que tu souhaitais, parce que c'est quoi en Parce fait qu'en fait, qui t'a motivé? Parce qu'en fait, j'étais toujours dans la même situation avec le sucre. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, je finissais toujours par craquer. Donc, je me disais, c'est que ce régime-là, il y a un truc qui va pas. J'ai jamais remis en question que c'était ma relation à la nourriture, peut-être tout simplement. Non, c'était forcément, il y avait un coupable. Au début, c'était le sucre. Après, les céréales, je mangeais plus du tout de céréales. Après, les produits laitiers. Après, c'était le gluten, je mangeais plus de gluten. Après, c'était les féculents tout court. Donc, à la fin, il me restait plus grand-chose à manger. Et donc, j'ai fait des régimes ouais, très, très restrictifs. Et c'est vrai que la première semaine ou la deuxième semaine, je me sentais super fière de moi, super bien, bien dans ma tête et tout. Mais au bout de ouais, 2 semaines, puis ça dépendait. Je pense qu'avec le temps, en fait, j'ai commencé à me fatiguer de plus en plus vite de tous ces régimes. Donc, oui, je pense qu'avec les restrictions, ça n'a pas réglé le problème, bien au contraire. Plus il y a eu de restrictions et plus les compulsions ont été fortes. Et j'ai été jusqu'à rejoindre un groupe qui s'appelle les outre-mangeurs anonymes en fait. C'est le même système en fait que les alcooliques anonymes, sauf qu'il s'appelle les outre-mangeurs anonymes. Et donc on D'accord. rejoint des cercles comme ça, et puis on a un parrain, enfin une marraine. Moi j'avais une marraine, et donc la veille, je lui envoyais tout ce que j'allais manger parce que je pesais tous mes aliments.
Et il fallait surtout pas que je mange un truc en plus. C'était vachement, vachement carré pour le coup. Hein. Donc, je pense que j'ai tenu 10 jours et après, je me suis dit, non, je peux pas vivre comme ça parce que pour moi, moi, j'estimais que j'avais une addiction au sucre. Et donc, je me suis dit, là, j'ai une addiction, bah, je fais comme les alcooliques, je fais comme les drogués, je vais aux autres mangeurs anonymes et ils vont me soigner de mon addiction. Sauf que le truc, c'est que je me suis rendu compte Incroyable, c'est que d'une incroyable. addiction. Ah non, mais c'est fou. Hein. Mais quand j'y pense maintenant, je me dis, mais c'est de la folie. Mais il y a des gens qui étaient là depuis 20 ans hein, dans ce groupe et qui, depuis 20 ans, étaient abstinents. Donc, ils mangent pas de sucre, ils mangent pas de farine, ils mangent pas. Il y a toutes des trucs à suivre. Et moi, j'étais à fond dedans et tout. Mais bon, au bout de 10 jours, j'en pouvais plus. Puis je me suis dit, mais en fait, j'étais dans une espèce de prison avec mon addiction au sucre. Là, je me retrouve dans une autre prison, puisque, en fait, même quand il y avait des événements, je veux dire, ou une réunion quelque part, où je savais qu'il allait avoir de la nourriture, je m'interdisais totalement de toucher à quoi que ce soit. J'apportais moi-même mon petit tupperware avec ma nourriture, je mangeais ma nourriture. Et donc, j'étais vraiment, vraiment... je pense qu'à ce stade-là, c'est de l'endoctrinement presque, en fait. C'est-à-dire que tu réfléchis, c'est presque sectaire, en fait, comme groupe. Et à un moment donné, je me suis dit: «Non, non, je peux pas continuer comme ça», mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de me rendre compte que la solution n'était pas là. Parce que moi, ça me rassurait quelque part de me dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, je sais que je mange X grammes de ça, X grammes de ça, voilà, la nourriture» et puis c'était toujours je répétais: «La nourriture, c'est juste du carburant. J'ai pas besoin d'avoir plaisir, à manger, non, c'est juste du carburant. Je mange mes pommes de terre, je mange mes légumes, ma viande et basta». Oui, oui. Sauf que dans les faits, bah, maintenant j'ai bien compris que, ben, si on n'écoute pas ses envies, on va finir frustré et que la frustration va amener son lot Oui, de alors ce qui est étonnant, c'est que tu ne parles pas de poids. N'as pas du tout parlé de poids jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tu parles vraiment de l'aliment. pas du tout mon problème, en Oui. fait, pas du tout. Heu, Avant, oui, j'ai fait des régimes quand j'étais, à partir du moment où j'étais ado parce que, j'imagine ma maman, ouais, estimait que j'avais pris 2-3 kilos. On était allés aux États-Unis, en 99 et puis bon, forcément aux États-Unis, on a bien mangé. J'étais en pleine adolescence, je devais avoir 12-13 ans, bah, j'avais pris un peu du poids, mais j'étais pas du tout gros. Enfin, quand je vois les photos aujourd'hui, je dis: «J'étais pas du tout grosse» et donc ma maman avait dit: «Il faut aller voir un diététicien, il faut ceci, il faut cela». J'avais fait des plans alimentaires et en fait, je m'étais déjà mis dans la tête que finalement, je ne pouvais pas me faire confiance. Que mon corps, si je l'écoutais, je ne pouvais pas me faire confiance. Donc, il fallait que quelqu'un d'extérieur me dise, voilà, tu vas manger ça, tu vas pas manger ça, fais attention, manger ceci, manger cela. Donc, quelque part, j'ai bien intégré toutes ces notions-là. Et quand j'ai rejoint par la suite ce groupe Outre-mangeurs anonymes, mon problème, c'était clairement pas le poids. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'obsession, en fait, alimentaire. C'est que je pensais à la nourriture tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps. Et ça, c'était horrible. Et il y a eu un gros, gros travail au niveau du TCA avec une dame de mon entourage, c'est la femme de mon pasteur en fait, qui a pris soin de moi, qui m'a écoutée pendant les longues heures. C'était vraiment la thérapie de l'âme. Et là, ça a vraiment, ça m'a fait comprendre que finalement, les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on voit, les symptômes, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses bien plus profondes, des blessures qu'on a pu avoir, des traumatismes qu'on a vécu, des choses peut-être. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface et on comprend en fait pourquoi. Bah tiens, on a été quelque part chercher du réconfort dans la nourriture parce que dans notre vie, on n'arrivait pas à en trouver autre part ou on était démunis. Et donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Mais je continuais quand même à avoir des crises de compulsion, pas énormes, beaucoup moins graves, on va dire, qu'avant. Et en fait, Marie-Élise, donc, qui me suivait, me disait: «Mais il faut que tu manges de tout». Et moi, je me disais: «Mais manger de tout, mais non, je sais bien quand même que j'ai un problème avec le gluten, que quand je mange du pain, j'arrive pas à m'empêcher de manger trop. Ou bien, ah, je sais bien que j'ai un problème avec le sucre, que quand il y a des trucs sucrés, j'arrive pas à m'empêcher à trop manger». Donc pour moi, c'était il y avait certains aliments qui posaient problème, qui poseraient toujours problème et que donc la seule solution, c'était de les éviter. Et donc quand j'ai entendu parler d'alimentation intuitive, c'était en fait sur Instagram et là, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant» et puis j'ai acheté le fameux livre donc qui a été traduit en français maintenant. Moi, à l'époque, je l'ai acheté en anglais et j'ai commencé à lire et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial! Pourquoi j'avais jamais pensé que c'était peut-être les régimes le problème au départ?» Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, l'alimentation intuitive en fait.
Donc peut-être tu peux expliquer ce que Alors, c'est en fait oui, avec mes voilà, mots? c'est ça, exactement. Toi, pour toi, l'alimentation intuitive, c'est quoi? Alors, c'est une approche anti-régime, c'est-à-dire c'est une façon de restaurer son rapport avec l'alimentation, de guérir quelque part cette relation-là qui a pu, souffrir de nombreux troubles. Alors ça peut être les TCA vraiment ou ça peut être, je pense pour des personnes qui ont tendance à culpabiliser, ou tendance à ne pas être capables d'écouter leurs sensations, physiques. Manger au-delà de notre faim ou ne pas écouter notre faim, ça peut être dans les 2 sens en fait. C'est un apprentissage pour justement redécouvrir toutes ces sensations alimentaires, être plus, sensible à ce que le corps nous envoie comme signaux au niveau de la faim, du rassasiement, de l'envie et de la satisfaction. Moi, c'est des principes que j'avais pas saisis du tout, qu'en fait, on pouvait très bien ne pas avoir vraiment faim, mais avoir envie de quelque chose et que c'était pas un problème de répondre à cette envie parce que justement, en répondant à cette envie, eh ben, on arrête de penser à la nourriture après. Enfin, c'est comme quand on vient de manger un bon repas et qu'on se dit: «Tiens, j'ai envie d'un petit chocolat pour le dessert». Bah, on mange son petit chocolat, on est bien. Alors que si on se dit: «Mais non, chocolat, c'est pas bien, je vais grossir, bla», on part dans des grandes, des grands discours intérieurs de culpabilisation et donc du coup, on mange pas le chocolat, mais toute l'après-midi, on grignote, on mange un petit truc par là, un petit truc par-ci et en fait, pourquoi? Parce qu'on n'était pas satisfait ou en tout cas pas pleinement satisfait, satisfaite de ce qu'on a mangé parce qu'il y avait ce petit bout de chocolat où en fait, on aurait dû le manger dès le départ, quoi. Oui. Donc voilà, ça, l'alimentation intuitive, c'est vraiment une façon de manger où on va quelque part faire taire un petit peu toutes ces ils appellent ça on appelle ça la police alimentaire, c'est-à-dire toutes ces petites voix qui disent: «Oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut pas manger, je sais pas, après, 20 heures, faut plus manger, sinon on stocke, c'est du gras». Enfin, on en a tellement, tellement, tellement entendu des petites règles comme ça qui ont l'air inoffensives, mais si on les additionne les unes aux autres, c'est juste énorme et puis après, en fait, on ne s'écoute même plus. Alors que parfois, bah, si on a faim avant d'aller manger, avant si on a Mmh. faim avant d'aller se coucher, si on n'écoute pas et qu'on va se coucher, on va avoir du mal à s'endormir parce qu'il y a ce petit truc là dans notre ventre, j'ai mal, enfin, je sens la faim. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a finalement perdu ou en grande partie oublié cette simplicité en fait. L'alimentation intuitive quelque part, c'est aussi, manger un peu comme des enfants. Les enfants, ils écoutent leur faim, ils ont plus faim, ils mangent pas et d'ailleurs on a beau essayer de les forcer, ça marchera pas, ils ont plus faim, ils ne mangent pas. Moi je vois, ma petite qui a 1 an, bah, elle a plus faim, elle n'a plus faim. On va pas la forcer, on va pas et en même temps quand elle a faim, elle sait faire comprendre qu'elle a faim. Même si c'est pas exactement l'heure ou que c'est un peu trop tôt, un peu plus tard, enfin, elle sait. Et je pense que quelque part, nous, avec toutes nos règles là, tous nos régimes, notre désir de transformer notre corps à coup de, voilà, restrictions par-ci par-là, on a perdu cette, simplicité-là, en fait, dans notre alimentation. Et l'alimentation intuitive, ça permet de se reconnecter avec notre corps, en fait, aussi. D'accord. Et toi, tu as commencé comment, en fait? Ça a été quoi les 1res choses que tu as, faites, qui, viennent de l'approche, intuitive de l'alimentation? Alors moi, j'ai commencé par lire le livre et Oui. quand dans le livre, il disait: «Il faut, défier la police alimentaire», ça voulait dire, bah, toutes les règles alimentaires que tu as construites, au travers enfin, au travers, pendant ces années, tu ne les écoutes plus et tu fais comme tu as envie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein. C'était très, très simple, c'est pas tout à fait aussi simple, mais du coup, je me suis dit: «OK, bah, en fait, je vais faire tout ce que je m'interdisais de faire avant». Donc je vais écouter, si j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat, si j'ai envie de manger des gâteaux, je mange des gâteaux et j'y suis allée très franco, hein. D'accord, Donc c'est tombé, facilement finalement, c'est vrai on s'imagine, hein, que ça va être très, très, très compliqué de modifier, ce genre de comportement, surtout quand comme tu l'as expliqué, toi, tu étais vraiment dans le contrôle, le ah plus, ouais, c'est vrai, extrême. contrôle absolu puisque j'étais au gramme près. Voilà. Et là, d'un coup, tout lâcher, lâcher les chevaux, ça s'est passé, comment, ton Ah, entourage? c'était un tsunami en fait. C'est pour ça que je pense pas que je conseillerais à quelqu'un de commencer comme j'ai pu commencer parce que quelque part, j'ai découvert, tout d'un coup et je suis une personne assez noir ou blanc en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de demi-mesure. Quand je suis convaincue d'un truc, je cours, je fonce tête baissée
Et donc, du coup, je me suis dit, OK, plus de règles alimentaires, on lâche tout. Mais du coup, j'ai peut-être été un peu vite parce que j'ai compensé en fait les années de frustration à me dire non, tu peux pas manger ce gâteau parce que blablabla. Et je me suis dit, maintenant, c'est terminé. Plus jamais je me laisse avoir par une règle qui me dit ce que je dois faire ou pas faire. Donc, c'était vraiment de la rébellion. Et c'est quelque part, j'avais lu un post une fois là-dessus où la personne disait que on peut avoir 3 phases finalement dans notre relation avec la nourriture. La phase enfant où en fait on écoute tout ce qu'on nous dit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut pas manger ci, faut pas manger ça, faut manger comme ça. La phase ado où en fait on se rebelle complètement contre toutes ces règles, et ça c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et après, on arrive à la phase adulte où on se dit ok, je peux faire ce que je veux, mais il y a quand même des choses qui vont faire du bien à mon corps et d'autres qui vont être quand même moins agréables. Et moi, c'est vrai que pendant toute la période où j'ai levé les restrictions, ça a vraiment fait une énorme vague comme ça tout d'un coup. Et je me suis mise à manger de grosses quantités d'aliments sucrés, gras, industriels, enfin tout ce que j'avais. Tu t'étais privée pendant plusieurs Ah années. ouais, tout ce dont je m'étais privée, ça a été assez phénoménal. D'ailleurs, mon mari, en fait, qui observait, je lui ai dit, ne dis rien. Ne me dis pas, c'est pas bien, ne me dis pas, tu vas grossir, ne me dis rien. Il a respecté, Oui. mais il pouvait pas s'empêcher d'avoir des regards qui en disent très long. Il devait être halluciné, quoi. Parce que... Il me voyait revenir des courses avec des paquets de gâteaux, mais comme jamais il en avait vu. Les armoires étaient remplies de chocolat, de gâteaux. Et donc, ah ben tiens, il était vraiment étonné parce que faut dire que il a aussi supporté les phases où je lui disais, écoute, je vais plus manger de céréales. Donc, si lui, il cuisinait, parce que de temps en temps, il cuisine, ben, il devait composer un menu en se disant, bah, qu'est-ce que je vais faire, du coup? Et puis, ça, tu manges ou tu manges pas? Et puis, la semaine d'après, je lui disais, bah, finalement, j'en mange, mais seulement celles sans gluten. Enfin, c'était hyper compliqué pour lui. Et là, en fait, il a vu, avec l'alimentation intuitive, j'ai ouvert les portes et c'était, allez, tout est permis, c'est fini. Donc, c'est vrai que c'était mon adolescence, on va dire, au niveau de Alors, l'alimentation. le premier résultat, le premier ressenti positif de libération, ça s'est exprimé comment? Alors, au tout départ, j'ai ressenti énormément de joie, en fait, parce que je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Et tous ces trucs-là que je me suis imposés pendant des années, où en fait, je m'excluais de plein de choses au niveau même social, parce que quelque part, quand on mange pas la même chose que les autres, Tu peux pas il y a partager. une espèce de distance quand même. Et j'ai vécu ça pendant un certain temps. Et du coup, le fait de dire maintenant c'est terminé et de me promettre à moi-même de plus jamais faire de régime, c'était une libération. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Cet esclavage-là, dans ma tête, c'est fini. Et c'est vrai qu'au niveau des restrictions, dans les restrictions, on va dire, physiques que je m'étais imposées, ça a été assez rapide de l'élever, de me dire maintenant j'achète ce que je veux, je mange ce que je veux. Mais les restrictions cognitives, donc c'est-à-dire le fait de ressentir de la culpabilité ou de se dire faudrait pas que je fasse ci, ah c'est pas bien, j'ai mangé ça. Là, c'est pas aussi simple parce que ça s'est construit tellement pendant longtemps que je suis encore en train de déconstruire certaines choses, quoi. Parce que voilà, moi, par exemple, manger un repas sans légumes, j'ai encore du mal parce que pour moi, en fait, c'est normal qu'il y ait des légumes à tous les repas. Il faut. Et je dis pas que c'est mal. Simplement, parfois, la motivation derrière, elle n'est pas forcément la bonne. Et au fond, ce dont je me suis aussi rendu compte en levant toutes ces restrictions et en mangeant ce que j'avais envie, quand j'avais envie, c'est que, ben, bizarrement, tous ces aliments-là qui m'attiraient tellement, ben, une fois qu'ils étaient dans mes placards et que j'en avais en grande quantité, à un moment donné, je pouvais plus les voir, en fait. Parce qu'ils me dégoûtaient. Je me disais, non, là, au bout de 2, 3 chocolats, j'arrive plus. Et C'est ça, dégoûtant, en fait. ouais, j'avoue que c'est vraiment une expérience incroyable, cette partie-là, parce qu'on a beaucoup de mal à croire que ça puisse arriver. Et bah, moi, voilà, j'ai vécu ça aussi et je le vis encore sur certains aliments. Et c'est assez stupéfiant, en fait, de voir que des aliments qu'on croyait être pour nous des aliments
terriblement attractifs, dont on ne pourrait pas arrêter la consommation, etc. Si on attaque le paquet de chips, on ne pourra pas s'arrêter, etc. Et finalement, quand on se donne à nouveau l'option de pouvoir en manger et en manger autant qu'on veut, on se rend compte de ce qu'on aime vraiment. Parce que, voilà. Exactement. Ouais. Ah oui, et puis j'ai eu des sensations assez étranges, c'est-à-dire que comme dans l'alimentation intuitive, on se focalise beaucoup plus sur notre ressenti par rapport à certains aliments, je me suis vue manger une chips et avoir une espèce de répulsion et de me dire: «Mais c'est dégoûtant!» alors qu'avant, j'aurais vu des chips, je vais «Ah des chips, je vais en manger, je vais en manger» et là, en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que je n'aime pas les chips qui ont un goût ajouté. Les chips, je sais pas moi, au bacon, ou je sais pas, je trouve ça écœurant, en fait. Alors qu'avant, j'en aurais mangé par poignée en me disant: «Waouh, c'est la fiesta des chips, des chips» et en fait, je pense que le fait de rétablir, de remettre tous les aliments au même niveau, de pas dire il y en a un meilleur que l'autre et un qu'il faut éviter, un qu'il faut favoriser, ça permet vraiment d'apprendre à reconnaître nos goûts, en fait. Et je pense que c'est un peu ça, la charge émotionnelle qu'on met en fait dans les Tout à aliments. fait. C'est-à-dire que la chips au bacon, elle n'est pas qu'une chips au bacon. Elle est tout un tas de choses en fait, tout un tas de mots que toi, tu as mis sur cette chips et qui va la rendre plus ou moins interdite, plus ou moins Mmh, la diaboliser, etc. Et si tu retires tout ce vocabulaire et toutes ces croyances que tu as mis sur une chips qui n'est qu'une chips. ouais. Et d'un coup, tu vas te retrouver juste toi, la chips, l'envie, la faim, l'envie, peu importe, mais de la manger. Et donc, au niveau du goût, tu vas être simplement à est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Et plus du tout dans la charge émotionnelle, mentale, etc., que tu mets, que tu avais chargé sur cet aliment pendant des années. Enfin, Mmh. Oui, c'est vraiment ça. Puis je me suis rendu compte aussi, enfin, ça c'est aussi au niveau de notre éducation, mais moi, ce que j'ai entendu, c'était voilà, tu dois te maîtriser. Comme si en fait la nourriture c'était une tentation et qu'il fallait quelque part en manger le moins possible pour pas grossir, surtout. Et en fait, c'est tellement faux parce qu'en réalité, la faim, elle est là pour notre bonne santé, parce que si on n'a pas faim, d'ailleurs, les gens qui n'ont pas faim du tout, c'est mauvais signe par rapport à leur état de santé. oui. Et la faim, en fait, quand on l'honore et qu'on se dit, bah tiens, de quoi j'ai vraiment envie là, bah, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir tout le temps envie de chips. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on va être vite écœuré. Et c'est vrai, quand j'en parle autour de moi, récemment, j'ai une collègue qui me disait, ouais, mais si moi, je mangeais tout ce que j'ai envie, Alors, je mangerais tout le temps des frites. et oui, et Et oui, je me oui. suis dit, Alors, c'est ce que tu oui. crois. Mais en fait, non. C'est ça. Alors, si tu veux, on va procéder par petites questions parce que c'est vrai que tu as fait un petit point sur ta page Insta et je sais que tu as eu des questions de gens qui te suivent et puis voilà certaines questions qui reviennent très souvent à propos de l'alimentation intuitive. Donc, alors, qu'est-ce que tu répondrais à la question comment faire cette approche d'alimentation intuitive sans prendre 10 kilos? Alors, c'est une question un peu piège, ou en tout cas, je la vois problématique, parce que dans l'approche de l'alimentation intuitive, on met le poids de côté. On met le poids de côté et on met le désir de perdre du poids ou de maintenir son poids, qui est plus ou moins la même chose pour moi. On le met de côté. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est de restaurer la relation avec son alimentation et avec son corps. Et pourquoi on met le poids de côté? Parce que à partir du moment où le focus, c'est sur le poids, la perte de poids ou le maintien du poids, on passe à côté du principal. Et le principal, c'est se reconnecter avec notre corps, avec nos sensations alimentaires et être en phase avec ça. Et le poids, en fait, c'est ce qui, si tu as le poids en tête quand tu prends une décision, par exemple, est-ce que je vais manger une pomme ou du chocolat, bah, tu vas dire, je vais manger la pomme parce que c'est moins calorique, parce que tu as peur de prendre du poids. Par contre, si tu te poses la même question et que tu te focalises sur tes envies, est-ce que j'ai envie d'un chocolat en ce moment? Ou est-ce que j'ai envie d'une pomme parce que j'ai envie de quelque chose de juteux, de croquant, etc. Bah, ça va être très différent. Et du coup, je pense que pour être à l'écoute de ça et pour avancer vraiment dans cette démarche,
le poids, il doit être vraiment mis de côté. Et c'est compliqué au départ, mais pour ma part, je vais te dire, j'étais assez radicale, hein, comme je l'ai dit, je suis noir ou blanc et donc j'ai décidé d'arrêter de me peser. Du jour au lendemain, j'ai dit: «C'est terminé, je ne monte plus sur la balance» et j'ai pris du poids, je le sais parce que j'ai, changé de taille de vêtements. Certains vêtements me vont encore, certains ne me vont plus, mais quelque part, le fait de pas savoir le poids exact, ben je dramatise pas du tout. Je me dis: «Au fond, entre-temps, j'ai quand même vécu une grossesse, donc au final, je venais d'accoucher plus ou moins, 6 mois auparavant. J'ai commencé l'alimentation intuitive, donc je ne sais pas où j'en suis, ni par rapport à mon poids d'avant grossesse, ni d'après grossesse. Donc ça me va, il y a aucun souci et j'accepte aussi le fait, quelque part, que mon corps change et que, mon corps n'est pas un objet, c'est pas, le corps d'une Barbie en plastique qui ne bouge pas. C'est un corps qui vit, qui bouge et qui a le droit de changer. Donc pour cette question, ben, je dirais qu'il faut travailler sur notre relation au poids, notre relation avec la balance, parce que souvent la balance pose plus de problèmes que, qu'elle ne donne de solution en fait à nos problèmes. Et donc, je dirais que déjà pour commencer, espacer les pesées un maximum, voire carrément ne plus se peser pendant un certain temps pour que justement le poids ne soit pas du tout, une interférence dans ce travail avec l'alimentation intuitive. D'accord, donc pour laisser la place finalement, à l'alimentation plus à l'objectif, de poids. Exact. OK. Après, dans cette question, je trouve quand même quelque chose d'intéressant. C'est pour ma part, donc j'ai, procédé d'une façon assez radicale. Si la personne, elle a peur vraiment de prendre du poids, ce qui peut être bien, c'est soit d'être accompagné par quelqu'un qui est professionnel dans l'alimentation intuitive, ça peut aider et aussi de commencer en fait le travail avec l'alimentation intuitive par, apprendre à écouter la faim, le rassasiement, l'envie, la satisfaction. Travaillant sur ces sensations-là, ça évite aussi qu'on se lance, qu'on se jette sur la nourriture et qu'on mange beaucoup peut-être. Maintenant, ça dépend un petit peu de chacun, chacune, mais pour ma part finalement même, cette expérience-là que j'ai eue au Oui, c'est départ, peut-être je un pense que passage que ça a valu le certaines coup en fait. personnes oui, 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 c'est ça. Exactement. Alors la question, suivante, pourquoi l'alimentation intuitive n'a pas pour but la perte de poids? Bah, en fait, je pense qu'on a j'ai un peu répondu juste avant, mais quelque part se focaliser sur le poids, ça mène à un dérèglement de la relation avec la nourriture. Parce que si on revient aux origines, quand on faisait un régime pour perdre du poids, bah, on n'écoutait pas notre faim, on n'écoutait pas nos envies, on lisait, on suivait un plan alimentaire et du coup, ça a complètement déréglé notre rapport à l'alimentation et à notre corps. Donc c'est pour ça que la perte de poids, elle est vraiment mise entre parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas avoir envie de perdre du poids, mais ça veut dire que ça ne peut pas être une priorité. Parce que le but, c'est surtout de guérir la relation à l'alimentation. Et ça, c'est impossible si on se focalise sur le poids. Parce on retombe forcément dans les travers de la diète culture, la culture des régimes, qui nous a justement amené à ce problème. Oui, parce que, bon, ouais, oui, il faut rappeler que quand on fait un régime, où l'objectif est la perte de poids, il y a effectivement une perte de poids le plus souvent qui se fait, très rapidement, mais qu'elle ne dure pas. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne maintient pas, un contrôle alimentaire, dans le temps et ben, le corps reprend, Exactement. ses droits, voilà. Il faut aussi comprendre, c'est que le métabolisme derrière, en fait, le métabolisme de chacun, chacune, il est très différent. Et quand on y bouge en réduisant, par exemple, l'apport calorique, le métabolisme, il s'adapte à ça. Donc, quelqu'un, je sais pas, qui mange 1500 calories au lieu de 2000, ben, le corps va se dire, tiens, on me donne moins à manger, donc je vais économiser. Et donc, ben, il va se dépenser moins. Et quand on va remanger, entre guillemets, normalement, après un régime, bah forcément le poids va revenir puisque le corps se rappelle qu'on l'a privé. Et donc je pense que ça c'est aussi important à comprendre que quelque part vouloir modifier son poids, c'est pas anodin et ça a forcément des conséquences à long terme et pas à court terme. À court terme, on voit la perte de poids, on se dit c'est chouette, j'ai perdu X kilos, mais à long terme en fait, on est juste en train de dérégler plein de signaux pour notre corps qui après est complètement perdu aussi. Oui. Alors oui, ça, c'est une question qui revient assez souvent. Comment être sûr que je mange assez équilibré, avec l'alimentation intuitive?
Alors, comme je l'ai dit au début, il se peut qu'il y ait des compensations par rapport aux frustrations et aux restrictions qu'on a pu avoir. Et je pense que ça fait partie de quelque chose de normal. Heu, mais après un certain temps et à partir surtout du moment où on se donne la permission inconditionnelle de manger, il y a un apaisement, en fait, avec la nourriture qui fait que on va être plus à même d'écouter les signaux que notre corps nous envoie et bizarrement, on va se réveiller un matin et on va se dire: «Oh, j'ai envie de fruits frais» et là, on se dit: «C'est bizarre», mais non, en fait, le corps, il va nous donner des envies, lui aussi, pour dire: «Tiens, j'ai besoin de vitamines, donc tiens, bah, tu vas manger, je sais pas moi, une orange». Et ça, on quelque part, avec la culture des régimes, on nous fait croire que le corps, il est tout le temps porté vers la nourriture interdite, c'est ça qu'on va manger, si on s'écoute, c'est que ça qu'on va manger, alors que c'est faux. Parce que justement, quand on a apaisé notre relation à l'alimentation et que tous les aliments sont égaux, Oui. bah, quelque part, notre corps va aussi pouvoir nous transmettre des messages si on sait les écouter quelque part, que bah tiens, j'ai envie de produits laitiers parce que tiens, c'est que mon corps en a besoin. J'ai envie de viande, d'œufs, de ci, de ça. On va se rendre compte vite finalement qu'il y a un équilibre qui se fait et que cet équilibre-là, bah, il nous est propre aussi et que c'est individuel. Et en suivant des plans alimentaires, c'est quelque chose qui est quelque part pour tout le monde. C'est one size fits all, sauf que le problème, c'est qu'on a tous des corps différents, des besoins différents, et que justement, le fait d'écouter son corps, je pense que ça permet de répondre à ses besoins. Et de se faire confiance. Finalement, il y a Aussi, quand même, ouais, beaucoup une ouais. question de confiance parce qu'on nous a toujours, dit qu'on ne pouvait pas avoir confiance en nous et qu'on devait suivre un régime parce que, bah, voilà, si on s'écoute, on grossit En sans fait, si tu es en surpoids, par exemple, ou si tu es gros, grosse, ça veut dire que forcément, ben, ton corps, il est pas assez intelligent pour, voilà, t'aider c'est ça. à Donc tu te ne peux nourrir, pas en te fait. faire confiance. Oui, ouais, ouais, C'est tout à enfin, fait. Alors, que faire quand on a, une envie de manger, alors qu'on sent que, bah, notre corps, n'en peut plus? Ça, c'est une question, que tu as eue sur ton compte Instagram. alors je dirais déjà la question, ça montre que la personne qui a envie de manger alors qu'elle sent qu'elle est remplie, c'est qu'elle est complètement déconnectée de son corps. Parce que normalement, je veux dire, je vais reprendre l'exemple d'un enfant, mais un enfant qui a assez mangé, même si c'est du gâteau au chocolat, même si c'est quelque chose, son truc préféré, s'il a assez mangé, il va dire: «Non, j'ai plus faim». Et puis en plus, il va même pas réfléchir au fait qu'il loupe un truc, parce qu'il se dit: «J'en mangerai quand j'en aurai envie». Parce que dans cette question aussi, quelque part, on a envie de manger, mais qu'est-ce qui nous pousse à manger si on n'a plus faim? Alors, est-ce que c'est les émotions? C'est vrai que parfois, on peut utiliser la nourriture pour s'apaiser. On parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. En soi, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est quand l'alimentation émotionnelle, c'est tout le temps, en fait. Si l'alimentation, c'est la seule façon de répondre à nos émotions, là, c'est qu'il y a quelque chose à traiter, en fait, quelque chose, à travailler à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être intéressant de comprendre ce que les émotions veulent dire. Travailler là-dessus, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup tendance à manger mes émotions, comme on dit, mais quelque part, ce qui m'a aidée, c'est de comprendre qu'il y avait pas grand-chose à faire, en fait. Quand on ressent une émotion, le fait de la laisser exister, de lui dire: «Ben, OK, je ressens cette émotion, qu'est-ce que c'est?» Peut-être se poser la question, demander d'où ça vient, en fait et qu'est-ce que ça veut dire sur mes besoins? Si on se sent, je sais pas, en colère, souvent, c'est parce que quelqu'un n'a pas respecté les limites qu'on a fixées. Donc il y a aussi autre chose qui est quand même intéressant dans cette question. Donc quand on a encore envie de manger et que notre corps n'en peut plus parce qu'on est rempli de chez rempli, c'est d'apprendre à voir ce qui se passe en nous avec bienveillance. Parce que souvent, quand on mange alors qu'on n'a plus faim, on se culpabilise à mort et en fait, cette culpabilité, elle nous empêche d'avoir un regard Oui. qui peut nous aider à apprendre quelque chose. Oui, parce que quelque part, on va éviter je vais dire ce symptôme, ça ressemble fort à ce qu'ils appellent bah, le dernier dîner. Quand on se met à avoir des bonnes résolutions et de se dire demain j'arrête de manger du chocolat, j'arrête de manger des sucreries, j'arrête ci, j'arrête ça, on va avoir tendance à se jeter justement sur tout ça. Et quand on est en plein craquage, on dit de toute façon demain c'est fini. Donc comme demain c'est fini, je veux en rajouter une couche, même si j'ai
plus faim, même si je sens que mon corps n'en peut plus. Oui, Et l'alimentation intuitive, c'est de se dire, si je veux du chocolat demain, il y en aura. Et après-demain, il y en aura. Et dans ça, 3 semaines, il y en aura encore. Et je veux c'est dire, ça. le fait de ne plus se priver et à long terme de se dire, c'est fini, j'écoute mes envies, ça permet de vraiment se libérer de cette envie-là de, allez, c'est aussi le symptôme foutu pour foutu. On est foutu, donc on se dit de toute façon, à la limite, j'ai loupé le truc, donc tant qu'à faire, autant en profiter, même Oui, si en fait on n'en profite pas du tout. non. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque part cette question, elle montre qu'il y a la relation à l'alimentation Oui, qui doit moi être travaillée. je pense que c'est parce que moi ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir alors une envie de continuer à manger alors que je sens que mon corps n'en peut plus, c'est-à-dire que j'ai un inconfort. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui m'est arrivé avant que je fasse ce chemin sur une approche différente de mon rapport à la nourriture. Et du coup, bah, ça ne m'arrive plus. C'est-à-dire que je dirais que c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que je sens que mon corps n'en peut plus et donc bah, ça stoppe mon envie de continuer à manger. Donc finalement, moi, je répondrais à cette personne, mais avec l'alimentation intuitive, tu vas réduire ce genre de situation jusqu'à ce que ça disparaisse totalement. Si c'est ce qu'elle vit au quotidien, c'est ce que la plupart des gens qui vivent justement dans les régimes et le contrôle bah, traversent. Tout à fait. Qu'on évite. Après, ça peut être intéressant d'expliquer que ça va pas se faire du jour au lendemain, en fait. Oui, Parce que pour que le corps il comprenne vraiment qu'il va plus manquer de quoi que ce soit, pour qu'aussi notre mental, on soit convaincu qu'on va plus jamais s'interdire de manger quoi que ce soit, il faut un certain temps. En fait, c'est comme pour rassurer quelque part. C'est comme quelque part, on parle beaucoup d'enfant intérieur, mais c'est un petit peu ça. C'est de rassurer son enfant intérieur, de lui dire tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras plus de rien. Que tu aies envie de ci, que tu aies envie de ça, tu n'en manqueras plus. Et le fait de se rassurer là-dessus va faire que, ben, quand on va en manger, mais que le corps va dire j'en peux plus, on va se dire c'est ok, j'arrête. Et demain, si j'en veux encore, ou dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, peu importe, j'en pourrai en manger de nouveau. Et je pense que ça, c'est aussi super important. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Quand on est dans la privation, dans la restriction, comme tu disais, il y a cette peur-là de plus jamais pouvoir manger ceci ou cela, quelque part. alors toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se lancer dans l'alimentation intuitive? Bah, disons que la première chose que je conseillerais, c'est de commencer à lire un des 2 livres que je vous conseille. C'est les livres, je veux dire, de référence. Il y a celui écrit par Alicia Sicardi, Oui, Alimentation intuitive, le grand livre. Et il y a celui qui a été traduit récemment par Eliane C, d'Evelyne Tribol et Élise Reich. Donc c'est aussi l'alimentation intuitive. Et ces 2 livres, l'un ou l'autre, ou les 2, enfin après, ça sert à rien d'acheter les 2 d'un coup, mais commencer par un des 2, ça permet vraiment de comprendre les principes, de comprendre le pourquoi du comment et d'y aller aussi à son rythme en fait. Donc comme je l'expliquais vraiment au départ, moi j'ai appliqué le plus vite possible les principes que je lisais dans le livre avec un peu de folie. Finalement, j'ai pris un peu de poids, mais je pense que j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que le poids, donc ça me va très bien. Euh, mais ça peut être un bon point de départ de se renseigner, en fait, de lire, de comprendre. Parce que dans ces livres aussi, on explique qu'il y a des études scientifiques, en fait, derrière tout ça. Que c'est pas une approche qui va vous rendre en vous rendre en mauvaise santé ou qui va vous pousser à manger n'importe comment. C'est pas du tout ça, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment lire, c'est une super idée. Et travailler une chose à la fois. Donc commencer par se dire: «Bah tiens, j'ai du mal avec, je sais pas, la faim, le rassasiement». Être curieuse aussi, curieuse et apprendre à s'observer sans jugement. Ça, je pense que c'est vraiment dans cette démarche, si on est dans le jugement, dans la culpabilité, l'autocritique, de se dire: «Mais c'est nul ce que je fais» et cetera, en fait, on s'auto-sabote et c'est trop dommage parce que quelque part, l'alimentation intuitive, c'est vraiment redécouvrir la simplicité que c'est normalement de manger, en fait. Enfin, moi, j'ai ça au quotidien depuis que je suis mariée. Mon mari, c'est un vrai mangeur intuitif, hein. Parfois, il met pâtes, je me dis: «Quoi? Tu as pas envie de dessert?»
Bah non, j'ai pas envie de dessert. Moi, ça me semble impossible, mais il y a des fois où je commence à ne plus sentir besoin de dessert parce qu'en fait, dans ma tête, c'était obligé, il faut manger un dessert, il faut en profiter, enfin, le sucre. Et en fait, le fait de me dire, mais je peux en manger quand je veux, bah, si j'ai vraiment plus faim, finalement, bah, je peux très bien manger mon dessert à un autre moment ou ne pas en manger pour le moment. Donc ça, enfin, quand je l'observe lui, je me dis ça, c'est un vrai mangeur intuitif. Et je pense qu'on en connaît tous. Autour de nous, on voit des gens, et on se dit, mais en fait, il mange, il se prend pas la tête, mais il est raisonnable, il est équilibré, il est ci, il est ça ou elle. Et quelque part, si on apprend à s'observer soi-même et à comprendre pourquoi, tiens, mais pourquoi j'ai tendance à pas m'arrêter alors que en fait j'ai plus faim et j'en profite même plus, on va se dire, mais au fond, c'est ridicule, quoi. Enfin, j'en profite plus, bah, j'arrête de manger et c'est tout. Et je pense que ça va vraiment nous aider quelque part d'avoir ce regard-là. Dans le livre de l'alimentation intuitive, ils appellent ça le regard de l'anthropologue. Et de se voir un peu de l'extérieur et de se dire, qu'est-ce qui me pousse à manger alors que j'ai pas faim et que j'en profite pas? Qu'est-ce qui fait que, tiens, j'ai faim, mais je veux pas manger, et du coup, après, ben, j'attends tellement longtemps que je me rue sur la nourriture et j'arrive plus à m'arrêter. Donc, je pense qu'avoir ce regard-là bienveillant, c'est vraiment une étape cruciale, et ça doit être dès le départ, je pense, pour commencer l'aventure. D'accord. Après, si on a les moyens, parce que malheureusement, ça se paye, et c'est relativement hors de prix. Enfin, il y en a qui peuvent se le permettre, tant mieux pour elles, tant mieux pour eux. Mais être suivi, ça peut être super de trouver un thérapeute, de trouver, je sais pas s'il y a un coach en alimentation intuitive, il y en a. Il y a des diététiciens, diététiciennes aussi qui sont formés à l'alimentation intuitive. Oui. Je pense que ça peut être super aussi. Est-ce que tu as eu, des questions, sur ton compte Insta, de voilà, auxquelles tu aimerais répondre? Il y avait une dernière question, c'était: quand sait-on qu'on a un problème avec l'alimentation? On y a plus ou moins répondu, mais quelque part, dans mon cas, et je pense que je suis loin d'être la seule, ça c'est beaucoup lié à des pensées obsessionnelles, en fait. Quand on commence à penser à la nourriture et qu'on intellectualise tout ce qu'on mange, il commence à y avoir un problème, voire le problème est déjà, relativement important. Quand on ressent de la culpabilité ou de la honte d'avoir mangé certaines choses, là, c'est qu'il y a quelque chose, à traiter. Ou aussi, et pour certaines personnes, quand on a des compulsions, qu'on n'arrive pas à s'arrêter de manger, un sentiment de perte de contrôle, en fait. Donc ça, c'est vraiment typique des crises d'hyperphagie ou parfois de boulimie, ou quand on compense. Ça peut être aussi, tiens, j'ai trop mangé, donc je vais faire 1 heure de sport. Là, il y a un souci parce que quelque part, on n'a pas parlé de mouvement vraiment dans notre échange. Mais normalement, le sport, le mouvement, c'est pour nous faire du bien. C'est pas pour se punir de ce qu'on a mangé. Et je trouve que malheureusement, on a beaucoup tendance à associer ça, le sport et la nourriture saine. Et si tu manges pas bien, alors va faire du sport pour brûler tout ça. Enfin, on a des conceptions assez négatives vis-à-vis du sport finalement. Et donc, quand est-ce qu'on sait qu'on a un problème avec l'alimentation? Bah, il y a tout ça, hein. Il y a au niveau des pensées, mais au On niveau se aussi des pèse tous les jours comportements. aussi, les gens qui sont obsédés par la Oui. balance? Alors oui, malheureusement, c'est vachement normalisé en fait, hein. Le fait de se peser tous les jours, ça choque pas forcément, qui que ce soit, mais ça reste quand même problématique, quoi. Je veux dire, même les enfants qui sont en pleine croissance, les bébés, on les pèse pas tous les jours. On les pèse, au début peut-être, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, tous les 2-3 mois. Donc une personne, adulte, normalement, bon voilà, se peser tous les jours, c'est vrai que c'est pas génial, et il y a même des personnes qui se pèsent plusieurs fois par jour. C'était Oui. mon cas pendant un certain temps, mais bon. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, des comptes, à suivre, sur Instagram pour celles qui sont, actives sur les réseaux? Ah bah, il y a le tien, il y a le mien, c'est déjà pas mal. On se fait un peu d'autopub, ça fait plaisir, je rigole. Non, il y a un compte qui est super, c'est The Last Quiche, où Juliette, en fait, elle a aussi un podcast, elle déconstruit la diète culture, et ça aide beaucoup à comprendre, en fait, qu'on est né dedans, et on se rend pas compte qu'il y a certaines choses, c'est des injonctions liées aussi à notre apparence, mais c'est intéressant de déconstruire ça, et elle fait ça vraiment très bien. Oui, elle a Et il y a un autre, le nom de oui, son podcast, c'est Reset ton assiette. «Reset ton assiette» et «The Last Quiche» pour le compte Instagram, d'accord? Et il y a un autre, compte que je trouve super, c'est Groupe Équilibre. Si je ne me trompe pas, ils viennent du Canada.
du Québec, mais ils sont vraiment super et ils parlent beaucoup d'images corporelles parce que là, on n'en a pas vraiment parlé, en fait. On a parlé beaucoup d'alimentation intuitive, mais tout ça, c'est vraiment lié à notre image corporelle. Parce que si, au départ, on était bien avec notre image corporelle, on ressentirait pas le besoin de faire un régime et de détraquer notre rapport à l'alimentation. Donc je pense que vraiment, le groupe Équilibre, ils ont, des posts super intéressants, des réflexions que je trouve toujours très, très pertinentes par rapport à l'image corporelle, par rapport à l'alimentation et donc je vous le conseille vivement. D'accord, et donc ton compte, Instagram qui s'appelle «Silence, je mange». Donc, bah, écoute Caroline, merci beaucoup d'avoir, participé à ce Oui, podcast et merci à d'avoir toi pour répondu, ton à toutes ton ces conseil. questions qu'on se pose et puis, bah, je te dis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.